cette secte dans laquelle tu étais était dangereuse. Est-ce que je pourrais peut-être avoir des représailles, moi qui fais cette vidéo du coup avec toi, ouais. Est-ce que peut-être des mecs vont me recontacter après, tu vois? C'est vraiment un truc que je voulais savoir. Bienvenue les amis dans le second épisode d'Entretien avec l'étrange. Aujourd'hui on reçoit Clarisse ici, merci beaucoup Clarisse d'être avec moi, ça fait trop plaisir, je suis trop content. J'ai vu ton histoire de secte sur TikTok et aujourd'hui tu vas nous la raconter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi le premier épisode avec Aude. Merci encore à elle d'avoir accepté, d'avoir pris le temps d'échanger autour de sa maison hantée. Aujourd'hui on remet ça, on est avec Clarisse ici présent, merci beaucoup d'avoir accepté Clarisse. Et avec plaisir, je suis très contente d'être là. N'hésitez pas à rejoindre le Spotify qui se trouve en description pour écouter cette vidéo en format audio. Je sais que beaucoup de personnes aiment ça sur la chaîne. Proposez-moi aussi des personnes que je pourrais interviewer, des métiers, n'importe quoi, des personnes qui auraient des histoires flippantes à raconter. N'hésitez pas aussi à m'envoyer par mail vos histoires si vous voulez passer comme Clarisse en vidéo. Et on commence du coup l'interview. Clarisse, merci encore d'être là, je te remercie à nouveau. Clarisse, est-ce que tu pourrais te présenter, ton âge? Est-ce que tu as un métier? Je suis en première année de licence d'art du spectacle. Et du coup, Ça consiste en quoi ça, art du spectacle? Art du spectacle, c'est on étudie le cinéma, la musique et le théâtre. Ok, d'accord. Donc c'est un truc qui te passionne un petit peu, le cinéma. Surtout le cinéma. Moi, j'aimerais devenir réalisatrice, donc je travaille plus sur ce côté-là. Du coup, la secte dans laquelle tu vas être se forme à quelle époque? Et comment elle va se former en fait, si tu le sais? Alors, en fait, elle a commencé en 1998. C'est parti de la base de deux frères qui ont commencé à proclamer un réveil spirituel, c'est-à-dire des gens qui se convertissaient par centaines et des gens qui vivaient des miracles, En fait, on nous a fait croire à plein de miracles, comme par exemple la résurrection d'une femme qui avait été foudroyée par foudroyée quoi. Et puis la guérison de beaucoup de maladies. À ce moment-là, c'était pas encore considéré comme une secte parce que c'était plus une religion nouvelle, mais qui partait de quelque chose qui existait déjà. Et donc en fait, beaucoup d'églises qui ne faisaient pas partie de cette secte, du coup, ont commencé à promouvoir ce qui se passait du coup à cet endroit-là. Et ça a attiré beaucoup de monde. Est-ce que tu as quand même un bon souvenir avant la secte de ton enfance? Est-ce que tu as quand même pu vivre des bons moments avant d'être endoctriné dans tout ça quoi? Et bien en fait, il faut savoir que de mes 0 à mes 9 ans, je vivais pas sur un des sites même de la secte en fait. Il y avait plusieurs sites en France, donc il y en avait un dans la Drôme, il y en avait un en Alsace et un dans la région parisienne. Sur le premier site dans la Drôme, il y avait... ça venait tout juste d'être créé, donc nous, on n'habitait pas sur le site même, on habitait dans un village à côté. À cette époque-là, je pouvais encore vivre comme une enfant normale. J'allais à l'école publique jusqu'au CE2, et puis j'avais des copines, j'avais des amis. Voilà, j'avais pas trop de problèmes encore à ce niveau-là, même si on allait tous les dimanches du coup, sur le site et les mardis aussi. Il n'y avait pas encore ces restrictions qu'on... Non, parce que c'était trop neuf encore. En fait, il y avait, je sais pas pourquoi, mais je pense que, voilà, il y a eu un certain tournant à un moment donné. Où, au début, c'était pas considéré comme une secte, mais il y a eu des dérives sectaires en fait. Et ça a fait que la religion a pris ce qui était censé être une religion libre, a pris un tournant qui est devenu. Du coup, ne t'a pas rendu libre à toi. Voilà, c'est ça. On va le voir juste après. Du coup, tu déménages en Alsace avec ta famille, c'est ça? Oui. Et là, c'est du coup le drame pour toi. C'est à partir de ce moment-là que tu vas vivre l'horreur. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. À partir de la 6e, tu vas être déscolarisé parce que le monde apparemment extérieur va être vu comme une menace pour la secte dans laquelle tu es, c'est ça? C'est presque ça. J'ai été déscolarisée du public, mais j'ai quand même fait toute ma scolarité du collège au lycée jusqu'au bac. Mais j'étais au CNED seule à la maison, quoi. Et quand même, ils t'enfermaient, enfin... Oui, en fait, si tu veux, là où j'habitais, c'était une ancienne colonie de vacances. Donc il y avait 4 bâtiments. Le premier où on habitait en communauté. Le deuxième où il y avait une entreprise qui n'avait absolument rien à voir avec la secte, mais dont le patron, France, était aussi le responsable de la partie de la secte où on habitait. Donc au final, c'était lié, quoi. Et je pense qu'on en parlera plus tard, mais bref, je te le dis là. Ça a fait des gros mélanges entre la secte et le travail, où nous, on a vraiment eu des gros problèmes après à cause de ça, quoi. Surtout au niveau du travail illégal. Donc, il y a eu des choses... Ah oui. Tu connais, tu as vu des choses illégales? C'est moi qui... En gros, si tu veux, mon père était payé pour faire des prestations de ménage dans cette entreprise. Et puis, il nous envoyait, nous, ses enfants, faire le ménage. Et généralement, on était très peu payés. On parle 1 euro à 2 euros de l'heure quand on était petite, quoi. Et puis c'était des grandes surfaces, c'était des grands bâtiments. Et puis ce qui est fou, c'est que en fait, les gens de cet endroit-là ne faisaient absolument pas partie de la secte, mais
ils nous voyaient, nous les enfants, ils savaient que c'était les enfants qui faisaient tout ça. Et personne n'a rien dit, en fait. C'était OK. En fait, tout le monde fermait les yeux. C'était OK, ouais. Tu ressentais quoi à ce moment-là, en fait? Ah, moi déjà, je détestais faire ça, parce que c'est un peu chiant de faire du ménage tous les jours pendant 2-3 heures, quoi. Et puis surtout que généralement, on avait cours la journée. Donc moi, c'est-à-dire que moi, j'allais quand même dans un des bâtiments. J'étais pas directement chez moi, mais j'allais dans un des bâtiments, j'avais une pièce à moi et je travaillais là-dedans. D'ailleurs, mon grand échappatoire, c'était l'écriture. J'ai passé des heures à écrire au lieu de... T'écrivais quoi comme truc? Des fanfictions sur ma vie de rêve, quoi. Ah ouais, parce que t'étais assez... En fait, je rêvais de quelque chose d'autre, mais je savais pas que c'était possible. Mais attends, parce qu'on parlait du travail, du coup, Oui. à la base. Oui, tu me coupes, j'adore. Tu reprends le truc, c'est incroyable. Ouais. En fait, si tu veux, on passait nos journées donc, à l'école. Certaines fois, on devait aider aussi notre père qui faisait de la restauration pour cette entreprise quand ils avaient des événements, tout ça. Donc en fait, entre midi et 2, on était à travailler pour mon père. On retournait à l'école. Le soir, il fallait repréparer les tables, repréparer tout. Et donc, sur beaucoup de prestations. Donc moi, je pense à partir du moment où j'avais 11 ans, je commençais à travailler en cuisine pour lui déjà, mais dans les coulisses, donc on ne me voyait pas. Et puis quand j'ai eu 14-15 ans, là, il m'emmenait sur des... On faisait des prestations, des fois pour 300 personnes, du service à table. Puis moi, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'étais très jeune et c'était très, très fatigant. Je me souviens On faisait des week-ends où on faisait que ça. Et puis le lundi, il fallait reprendre l'école. Et puis tous les soirs, il fallait quand même aller faire du ménage donc dans cette entreprise. Des fois, on faisait une fois par semaine, des fois, c'était tous les soirs. Enfin, c'était jamais très stable. Et puis ça, c'est juste le côté travail. Parce qu'après, il y avait toutes les tâches ménagères qu'en tant que fille, moi, je devais faire. Donc, on préparait le repas, on préparait les goûters pour les hommes qui travaillaient, on faisait le ménage. Moi, je m'occupais de mes petites sœurs. Puis, en fait, comme on habitait en communauté, il fallait aussi faire les ménages dans les parties communes. Donc et ça, c'était les enfants qui faisaient, et on n'était absolument pas rémunérés pour faire ça, quoi. Et moi, j'ai juste pas vu mon enfance passer, quoi. Je l'ai vu s'envoler. D'après eux, tu étais obligée du coup de porter des jupes, car les pantalons attiraient le regard des hommes. Oui. Aussi parce que c'était considéré comme un vêtement d'homme, et que du coup, on n'avait pas le droit d'en porter. Après, par exemple, il y avait certaines exceptions, par exemple, quand on avait, le vendredi, quand on avait sport. Mais c'était vraiment, on allait à l'école en uniforme, on se changeait, puis après la séance, directement, on se remettait en jupe, quoi. Et même pour monter à cheval, des fois, on m'a obligée à mettre une jupe ample par-dessus mon pantalon d'équitation parce qu'on avait des chevaux sur le site, donc je pouvais monter à cheval. Et donc voilà, c'est des trucs vraiment ridicules. Moi, je trouve ça juste ridicule. Puis même niveau vestimentaire, par exemple, moi, j'avais pas le droit de porter des sweats à capuche. J'avais pas le droit de porter des t-shirts avec des inscriptions, puisque pareil, ça attirait le regard des hommes, quoi. Donc tout ce que t'aimais, c'était non, quoi. Voilà. Et toi, est-ce que tu t'es pas révoltée? T'as pas dit non, en vrai, j'ai envie de... Ah mais si, mais le problème, c'est que je m'en suis pris plein la gueule. C'est pour ça que j'ai été considérée comme une enfant rebelle et une enfant... En fait, j'avais tendance à répondre quand on me demandait de faire quelque chose, ou à rétorquer, si on peut dire. J'avais beaucoup de répondants, et ça plaisait pas, parce qu'en tant que femme, on devait juste obéir et se taire, quoi. Est-ce qu'ils faisaient des trucs quand même assez vénères aux femmes qui étaient avec toi ou pas? Des violences, quoi, des phrases horribles, des choses comme ça un peu. Il y avait beaucoup de dénigration, je trouve. La femme était souvent très rabaissée. Un truc aussi, c'est déjà les familles nombreuses étaient hyper... plus tu avais une famille nombreuse, plus tu étais bien vue. Et généralement, les hommes exposaient avec fierté leurs femmes enceintes. Voilà. Mais par contre, une fois qu'il y avait les enfants, c'est pas que ça assumait plus, parce que bien sûr, ils étaient là quand même, et puis ils avaient le rôle de la personne plus cool, ou pas forcément, hein, parce que mon père... Et ton père, ça n'a pas été... Ouais. Non, en fait, je pense que j'ai eu le droit à un combo entre la secte et mon père. En fait, la secte a matrixé mon père, à vouloir essayer de nous rendre toutes, parce que du coup, on n'était que des filles, toutes les meilleures femmes possibles pour cet environnement-là. Ouais, non, je m'en suis beaucoup pris. Oui, du coup, là, oui, on en a parlé tout à l'heure, en off. La seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est de la musique. Et du coup, je montais à cheval aussi. Et à cheval, du coup, ok. C'est les deux seules choses qu'ils vont te laisser faire. C'était les deux seules choses dans lesquelles je pouvais vraiment m'épanouir. Et en fait, juste par exemple, quand j'étais au galop à cheval, je pensais plus à rien. Quand je faisais de la musique, je pensais plus à rien. Et j'étais juste dans mon univers. Et
Ça m'a sauvée, honnêtement. Ça m'a sauvée. Parce que sinon, tu sentais que tu allais. J'ai pas été diagnostiquée parce qu'on n'avait pas accès aux... Enfin, on avait accès aux soins, mais par exemple, les psychologues, tout ce qui est santé mentale, tout ça, on n'avait absolument pas accès. Parce que c'était considéré... c'était très mal vu. Mais je pense que j'ai fait une dépression à partir de mes 15-16 ans, à avoir des idées noires. Mais tu m'étonnes, tu étais dans un environnement horrible. Puis, mais sans me rendre compte pour autant qu'en fait, j'étais dans une secte. Pour moi, enfin, je comprenais pas en fait. En fait, je comprenais pas ce qui se passait. Et moi, j'essayais en même temps d'être... en fait, au fur et à mesure, j'ai été tellement formatée que je voulais être la meilleure... En fait, c'est bête, hein. Mais je voulais être la meilleure femme possible dans le sens où je savais que j'allais devoir... que j'allais me marier jeune. Et je voulais être la meilleure épouse possible et la meilleure mère possible, très jeune, quoi. Mais par contre, je me souviens... j'ai relu récemment des journaux intimes que j'avais écrits. Depuis que j'ai 16 ans, je voulais me barrer, en fait. Tu leur parles encore à ces gens-là ou pas? Mon père est toujours dedans et lui, j'ai toujours contact avec lui, mais c'est le seul. Ok. Même mes grands-parents, j'ai plus contact avec eux. Tu n'avais pas le droit aussi d'écouter de la musique du monde, ni de regarder des films. Ouais. Niveau film, c'était très limité. Globalement, on avait accès à C'est pas sorcier, parce que c'était éducatif, ou des dessins animés sur la Bible, vraiment des histoires de la Bible en dessin animé, quoi. Ouais, bon, avant 9 ans, on avait accès au Disney quand même. Les Disney qu'on connaît, quoi. Pour les enfants, ouais. Mais je me souviens d'un jour où mes parents sont rentrés d'une réunion, d'un culte, quoi. Et ils ont décidé que tous les films allaient disparaître parce qu'on leur avait dit que Disney, c'était le diable, quoi. Pour quelle raison? Ils vous ont donné un argument sur ça? Si tu veux, quand on nous disait quelque chose, et c'est ça aussi qui fait que c'est une secte. Il y avait une emprise, quoi. Il y avait une certaine emprise. Et en fait, à chaque fois qu'on nous disait quelque chose, on réfléchissait même pas. C'était juste... il n'y avait aucune remise en question de la parole de quelqu'un plus haut placé que nous, quoi. Mais est-ce qu'il y avait une rivalité un peu entre les femmes de la secte? Il y avait beaucoup de secrets, mais de rivalité, je sais pas. Je saurais pas te dire. Des secrets, c'est-à-dire En fait, tout était très... il y avait beaucoup de petits groupes qui se formaient, très sélects, où seules les personnes qui en faisaient partie avaient certaines informations. Du coup, moi, je sais pas. Mais je sais juste que il y avait toujours des secrets, il y avait toujours des discussions auxquelles on n'avait pas le droit de faire partie. Ou... Voilà, c'était... je trouve qu'il y avait beaucoup trop de secrets, en fait. T'as appris des choses sur toi après? Telle personne disait ça sur moi. Ah oui, oui. Il y en a... Ouais. Quand ma grand-mère paternelle est venue habiter avec nous, parce que voilà, elle est venue habiter sur le site dans la même maison. Enfin, voilà. Chaque chose que je faisais de travers, chaque chose que je disais de mal ou quoi, enfin de mal on s'entend, hein. C'est de mal pour les gens de la secte, hein, parce que voilà, je vivais quoi, mais je faisais toujours quelque chose qui allait pas pour eux. Ma grand-mère passait son temps à en parler à toutes les femmes du site. Donc en fait, chaque fois que je sortais, tout le monde savait ce que j'avais fait, tout le monde savait, et tout le monde venait me faire la morale en fait. Et c'était très chiant, enfin très pénible, pardon. Du harcèlement quoi, littéralement, du harcèlement banalisé. Ouais. J'ai fini pour les restrictions. Est-ce que t'en vois d'autres, toi, restrictions Les relations garçon-fille? T'avais pas le droit de parler à des garçons? En fait, par exemple, là où j'habitais, on était une vingtaine. On était très peu pour un site. Et j'avais des voisins qui avaient des garçons d'à peu près mon âge. Et puis les seules conversations qu'on avait, c'était globalement autour des animaux, enfin des chevaux. On évitait d'être vus l'un trop proche de l'autre. Donc il y avait toujours une distance de sécurité, entre guillemets. Et ça m'a beaucoup porté préjudice après, en fait. De juste ne pas savoir comment parler. T'avais jamais touché un garçon, exemple, l'épaule d'un garçon, ou même fait un check? Jamais, ouais. Si, on se serrait la main le dimanche, parce qu'on les connaissait bien, eux, mais pas d'autres garçons, non. J'ai une question là qui m'est venue, t'as parlé d'un site. C'est quoi, pour que les gens un peu s'imaginent, un site, un camp? C'est la même chose d'ailleurs, un site? Non, c'est pas la même chose. Du coup, j'ai pas compris, c'est quoi un site et un camp, la différence? Alors, un site, si tu veux, la secte est divisée dans plein de pays. Si tu veux, je peux t'en citer quelques-uns. Ouais, vas-y, carrément. Donc il y en a 3 en France, il y en a en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Roumanie, en Afrique du Sud, où il y a le site principal. Et si tu veux, un site, c'est un attroupement de gens au même endroit, quoi. C'est... Dans une même maison, en fait? Il y a plusieurs maisons? Non, alors j'avais reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Il y en a qui demandaient si c'était un peu comme un petit village ou comme une ville. Sur certains endroits, par exemple dans la Drôme, c'est carrément un petit village, donc dans le sens où il y a plein de maisons. Et tout le monde habite regroupé en fait. Je pense que des personnes comme moi par exemple qui vont se promener des fois dans les villages, on peut tomber sur des sectes dont je ne sais même pas.
En Alsace où j'étais, oui, parce que c'était un lieu très prisé de randonnée. On était dans les Vosges, enfin à la limite entre les Vosges et l'Alsace. Donc oui. Oui, il y avait beaucoup de randonneurs qui passaient, de gens qui... Après, oui, c'est de la randonnée, et puis voilà. Mais par exemple, dans celui dans la Drôme, c'était quand même difficile d'y accéder, enfin, fallait vraiment savoir. Mais par contre, celui qui était dans la banlieue parisienne, lui, bah, il était très accessible, quoi. Et c'était marrant parce que c'était vraiment des blocs de gens qui habitaient au même endroit, en fait. Donc, et qui faisaient partie de la même secte, avec une église à eux. Et puis une école privée aussi. Personne n'a jamais dit, c'est quand même bizarre un petit peu les activités là-bas qui se trament. La police peut-être En fait, le truc c'est qu'ils sont très clean en apparence. C'est pas visible en fait. C'est vraiment... ils font pas des choses répréhensibles par la loi en soi. C'est plus en fait beaucoup de pression psychologique, de la violence verbale déjà et psychologique. Enfin, ça affecte énormément et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile d'en sortir. C'est parce qu'on est sous emprise, on est dépendant et on pense que si on part de là, en fait, on a tout perdu, globalement. Est-ce que tu connaissais toi le gourou personnellement? Tu l'avais déjà vu, le mec qui était je sais pas. Au sommet? Au sommet, tu m'as trouvé le mot. Au sommet de la pyramide, exactement. Je le connaissais pas personnellement dans le sens où c'était vraiment des personnages d'élite qu'on n'avait pas accès comme ça. Mais pendant les camps, du coup je t'ai toujours pas expliqué qu'est-ce que c'était un camp. Tu m'as expliqué le site, mais du coup le regroupement de personnes, de maisons, etc. Ouais, donc les habitations quoi. Et le camp c'est quoi? Les camps en fait c'est 3 fois par an, on se retrouve, donc généralement c'était en France, donc dans la Drôme, en Suisse et en Allemagne, donc à 3 moments différents de l'année. On se regroupait donc entre gens de la secte, quoi. On était des fois plusieurs centaines, des fois plusieurs milliers. Et en fait, c'était très court, hein. C'était pendant 4 jours ou 3-4 jours. Et on avait 6 heures de réunion, de culte par jour. 6 heures? Ouais, 6 heures. Vous faisiez quoi pendant ces cultes, quoi? Eh ben, on devait être assis et écouter. Écoutez quoi? Justement, c'est là qu'ils interviennent. C'était souvent les gourous, donc les 2 frères en fait, qui venaient prêcher, surtout quand on était en Suisse. Là, c'était eux, et souvent, après le reste du temps, il y avait d'autres personnes qui prenaient le relais quand ils n'étaient pas là. Parce qu'ils étaient quand même très âgés et ils voyageaient beaucoup, donc ils n'étaient pas toujours là. Mais quand ils étaient là, c'était Il y avait que pour eux, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre, moi j'ai des souvenirs de choses que j'ai entendues. Bon, après, il faut savoir que généralement, ils prêchaient en allemand. Et donc, on avait tous nos petits écouteurs là, branchés sur des prises jack pour écouter les traductions, quoi. Mais je me souviens très très bien de quelque chose qu'un jour ils ont dit, qui m'avait un peu choquée dans le sens où là, je me suis rendu compte que ouais, la femme, c'était vraiment... Considéré comme rien, quoi. Ouais, moins que rien, je trouve. Dans le sens où il nous avait dit qu'en fait, le mari, c'était la tasse et la femme, c'était la sous-tasse. Et qu'en gros, elle devait gérer les débordements de son mari. Mais elle n'avait jamais le droit d'avoir des moments de faiblesse, en fait. Même, c'est pas forcément très bien d'entendre ça quand t'es une femme, quoi, aussi. Ouais, mais bon, après, j'étais très jeune, hein, mais même là, je m'étais dit, bon, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Est-ce que tu pensais que ce que tu vivais là, c'était partout dans le monde? Non. Non, je savais qu'on était, on était considérés comme l'élite et on savait que le monde était perdu et que nous pas. C'était pas gagné quand tu faisais partie de la secte d'être sauvé. Il fallait faire tout un tas de choses. C'était vraiment un système de méritocratie. Donc en gros, tu fais, donc tu reçois. Donc tu gagnes quelque chose. Ils prônaient la pureté. Donc en fait, il fallait toujours être 100% irréprochable. Et pour ça, en fait, on devait constamment aller se confesser à des conseillers, donc des gens à qui on allait dire nos erreurs, nos fautes. Péché, etc. Voilà, un peu comme ce qui se passe chez les catholiques. En fait, ils font ça, les catholiques, nous on fait ça aussi. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment des mélanges de choses dans cette secte. Enfin, c'est vraiment, ça vient d'un peu partout, quoi. Même pour ne serait-ce qu'une mauvaise pensée, penser à un garçon, avoir dit une parole de travers, et fallait tout le temps demander pardon, en fait. Et ça, c'est un truc que je retrouve aujourd'hui. Je m'excuse sans arrêt, tout le temps, pour tout. Ah, c'est un réflexe que tu as pris du coup à cause de ça. Mais du coup, je crois qu'on parlait des camps.
Et du fait que si j'avais rencontré les gourous, T'as pu leur parler, non? ouais, si, il y en Ouais, a tu un leur qui a parles. prié pour moi et qui a genre mis ses mains sur ma tête et tout. Pour quelle raison? Parce que j'étais considérée comme une enfant rebelle et mes parents, ils pensaient que ce serait une bonne idée et que ça allait me changer puisqu'ils avaient un pouvoir tout puissant, le fait qu'il impose les mains sur moi et qu'il prie pour moi. Et, spoiler alerte, ça n'a rien changé. Tu n'as rien ressenti? Non, j'ai juste eu très très peur parce que concrètement, à un moment donné, on m'avait laissée seule dans une pièce avec un vieux monsieur. Là, t'as eu peur, là. J'ai eu peur. Genre, il voulait être affectueux, mais moi, j'aimais pas du tout, en fait. T'étais jeune quand même aussi. J'avais, je pense, 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est pas le pire qu'il faisait, je trouve. C'est pas le pire qu'il faisait? Ouais, il y a un truc qui me dégoûte au plus haut point. Déjà, c'est par rapport au mariage. Déjà, est-ce que tu veux que j'explique rapidement comment ça se passait? Tout ce que tu veux. Alors, en fait, si tu veux, à la base, quand un garçon voulait se marier, souvent il disait que c'était Dieu qui leur avait mis une certaine fille à l'esprit. Après, on croit pas, voilà. Ils choisissaient une fille, quoi. Et à ce moment-là, du coup, ils devaient en parler à leur conseiller, donc la personne à qui ils confessaient leurs péchés, qui allait en parler à un responsable. Et ça arrivait aussi que des fois, ça monte à des grades pas possibles, voire jusqu'à même les gourous, et qui eux, donnent leur avis, en fait, sur est-ce que, oui ou non, on accepte que vous vous mariez. Une fois que la réponse était positive, que l'information redescendait, et puis le conseiller appelait la jeune fille pour lui dire, voilà, il y a tel garçon qui te demande en mariage. Tu donnes ta réponse, voilà. Et les filles, généralement, elles disaient oui. Il y en a très peu qui disaient non, parce qu'en fait, on était tellement matrixés par le fait de devenir des bonnes épouses et des mères de famille qu'elles sautaient sur l'occasion, en fait. On te l'a fait ça à toi ou pas? Non, pas moi, mais ma meilleure amie d'enfance, oui. T'aurais accepté, tu penses, ou pas à l'époque, toi? Moi, je pense que si j'étais restée 1 an de plus, là, je serais déjà mariée. C'est quasiment sûr, même. Aux fiançailles, du coup, une fois que la fille avait donné sa réponse, il y avait des fiançailles le week-end d'après. Et c'était pas le garçon qui donnait la bague à la fille, c'était le pasteur au milieu qui mettait la bague à la fille. Et le mec était juste là, non, il n'y avait pas de contact, 0 contact. Et ils n'avaient pas le droit de se parler, de s'écrire ou de se voir pendant les 3 mois qui suivaient. Généralement, il y avait 3 mois avant le mariage. Et puis le jour du mariage, bah voilà, ils étaient mariés femmes. Sauf que les femmes, je sais pas si je peux le dire à la caméra, tu biperas. Ouais. Les femmes n'avaient aucune éducation sexuelle en fait. Ce qui fait qu'elles arrivaient dans le mariage comme ça. Il y avait généralement à chaque mariage un ancien qui prenait la fille à part et qui lui expliquait ses devoirs de femme en tant que femme Ses mariée. devoirs, c'est-à-dire... Qui lui expliquait comment- qu'est-ce que c'était une relation sexuelle, quoi. D'accord, ok. Et qu'en gros, elle devait se laisser faire et qu'elle devait toujours accepter. Et du coup, ça a mené à énormément de... Enfin, je sais pas si tu peux t'imaginer les conséquences que ça a. Donc, et puis même la contraception, ça n'existait pas. L'avortement, ça n'existait pas. Enfin, le divorce non plus. Et alors, on parle même pas de tout ce qui est communauté LGBT et tout. Enfin, genre vraiment... Ça, c'est ok. Même pas envisageable. Ah non, vraiment pas. Et les choses les plus illégales que t'as vues? J'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. T'as entendu des choses? En fait, si tu veux, en 2018-2019, je crois, il y a eu des révélations qui ont été faites par rapport à la secte. Et là, on a appris qu'il y avait eu certains meurtres, des gros mensonges, des détournements d'argent. Les membres de la secte, les meurtres? Oui. Oui, des gens qui... Même des suicides, mais des gens qui avaient été poussés au suicide, quoi. Donc, parce que... Enfin, il y avait des trucs graves, de l'inceste, des viols, enfin, vraiment des trucs qui ont été mis à jour, quoi. Et aussi, c'est ce moment-là où les gens ont commencé à remettre la parole des gens, enfin, des gourous et des personnes puissantes en question, chose qu'on n'avait absolument pas le droit de faire à la base. Genre, vraiment, tout ce qu'ils disaient, c'était... En fait, vous n'avez même pas le droit de penser. Parole quoi. d'évangile, quoi. Non, tu oublies toute liberté de penser que tu peux imaginer, tu ne l'as plus là-bas. Tu ne l'as plus et en fait, tu te rends même pas compte que tu la perds. Parce que c'est très en douceur. Même les gens qui ont peur d'être... Par exemple, quand on parle de secte et que des gens disent « Oui, mais moi j'ai trop peur qu'on vienne m'accoster et qu'on me fasse rentrer dans une secte. » Les gens ne vont jamais vous faire rentrer dans une secte de force. C'est très beau, très doux, très calme. Je remarque même pas en fait, limite. C'est tellement manipulateur en fait.
c'est de la manipulation subtile. C'est vraiment, genre, vraiment les gens sont, quand ils venaient chez nous, des gens pour des fêtes ou pour des trucs comme ça qu'on organisait pour attirer du monde, les gens étaient toujours choqués par l'accueil qu'ils recevaient, la gentillesse qu'il y avait, l'ouverture, tout ça. Enfin, Donc il y avait des personnes ouais. lambda qui venaient chez vous dans le but en fait de les faire venir dans la secte en fait. De les Waouh, convaincre. de les convaincre. Et c'était quoi les manières un peu de convaincre? Il y avait des approches particulières? Il n'y avait pas vraiment d'approche particulière, mais non, en fait, je sais pas. Non, il n'y en avait pas? Non, je pense ok. pas. Ouais, je Non. pense pas. Ils étaient juste gentils quoi. Ouais, Ils c'était- étaient en fait, serviables. c'était trop gentil, trop accueillant, ce qui fait que les gens tombent dans le panneau, quoi. Est-ce que tu sais combien il y avait de membres dans la secte? On parle de plusieurs milliers de personnes, je pense même plusieurs milliers de personnes. Je sais pas le nombre exact, puisque c'est dispersé dans beaucoup de pays, mais rien que sur la station, enfin le site en Afrique du Sud, il y a des milliers de personnes. On n'imagine même pas. Et même, je trouve ça terrible, parce qu'aujourd'hui, ils font de l'esclavage moderne avec le peuple zoulou qui est là-bas. Parce que, en fait, si tu veux, ils ont des grandes exploitations. Ils ont une marque de bouteilles d'eau qui s'appelle Aquele, qui est très très populaire en Afrique, tout ça. Enfin, même aux États-Unis, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Ils ont des plantations de poivrons, ils ont des plantations de trucs exotiques, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, les Zoulous qui viennent sur le site, ils ont rien à la base. On leur offre un toit, on leur offre à manger et on leur offre un enseignement. Et en échange, ils travaillent. Mais ils travaillent pour rien. Et c'est de l'esclavage. Ils revendiquent faire partie de l'apartheid. Tu quittes la secte à 20 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Tu ne vas pas avoir peur de ça, de la quitter comme ça? Si, ça a fait peur parce que je ne savais pas où j'allais. J'ai mis longtemps à vraiment décider que j'allais partir. C'est quoi le déclic du coup pour toi? En fait, le déclic, ça a été... déjà, j'avais passé 3 semaines chez des amis qui faisaient partie de la secte, mais qui étaient partis, et qu'à la base, on n'avait pas le droit de voir, parce qu'on nous avait dit ils sont bannis, c'est un poison pour vos âmes, ils vont vous détruire, ils savent trop de choses sur le monde, vous ne pouvez pas y aller. Et nous, avec ma sœur, on a tellement insisté, parce qu'il y avait un contexte, il y avait une naissance, tout ça. Et on voulait vraiment aller les aider, et on a réussi à y aller. En fait, là-bas, ces amis, ils ont passé un temps monstrueux à nous expliquer c'était quoi une secte, à nous montrer... vous n'êtes pas libre, à nous ouvrir les yeux comme ils pouvaient en fait. Et moi, c'est pendant ce laps de temps-là que j'ai capté que... Ouais. Et puis le déclic vraiment que j'ai eu pour partir, c'est qu'un beau matin, je regarde sur Parcoursup et je regarde où est-ce que j'ai été acceptée. Et je vois que j'ai été acceptée à Clermont-Ferrand, là où ma mère est actuellement. Ouais, là où je suis actuellement et là où ma mère est aussi. Donc ta mère, oui, il faut le dire pour les gens du coup, parce qu'on a du coup loupé cette étape-là. Oui. Ta mère en fait est partie avec tes sœurs avant toi du coup, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette étape-là? Est-ce que tu la connais très bien ou pas? En fait, ma mère, c'était en 2019, après ses révélations, avec la vague de personnes qui partaient, elle a décidé qu'elle allait s'en aller. Elle ne pouvait pas toutes nous prendre avec elle parce que déjà, moi j'étais trop matrixée, j'étais trop dans mon truc et j'aurais fait tout... Enfin, j'aurais tout... Ouais. Non, en fait, c'est même pas que j'aurais fait n'importe quoi, c'est que si elle m'avait tenue au courant de ce qu'elle faisait, moi, comme j'étais à l'époque, j'en aurais parlé à mon père. Mon père l'aurait empêché de partir encore plus que ce qu'il a fait quand elle a voulu partir, quoi. Et donc, elle a été obligée de ne pas nous en parler, à moi et ma petite sœur après. Elle a fait ça dans le secret, mais quand elle est partie, elle nous avait laissé des billets de train pour qu'on puisse la rejoindre. Nous, bien sûr, on n'a pas voulu parce qu'on ne comprenait pas. Mais en fait, ses parents sont venus, donc mes grands-parents sont venus. Ma sœur et moi, on était à Toulouse. On était là, en fait. C'est fou. Ouais. On avait un salon de l'agriculture où mon père était traiteur, justement pour l'entreprise. Voilà. Donc nous, on était partis, on avait fait beaucoup d'heures de route. Et le soir, quand on arrive, mon père reçoit un coup de téléphone qui dit ta femme, elle est en train de charger des affaires dans la voiture. Elle a mis les enfants dans la voiture, il y a une remorque, il y a tes beaux-parents. Qu'est-ce qu'on fait? On les empêche de partir? Mon père, il lui dit bah oui, en fait. Je veux pas qu'elle s'en aille, c'est grave. Et du coup, il commence à l'empêcher, à la bloquer avec des voitures, tout bloqué. Ma mère qui panique, qui s'enferme dans l'appartement, qui vraiment a très très peur. Elle appelle les gendarmes et elle leur explique. Et puis, du coup, ils viennent et
ils obligent du coup les gens Arrêtez de bloquer à l'appartement, quoi. enlever les voitures et puis ils l'aident à partir en fait. Enfin en gros à ce qu'elles soient en sécurité en fait. Parce qu'elle avait très très peur. Vraiment elle avait très peur. En fait, faut le vivre pour le comprendre, mais c'est une pression de dingue. Et puis même c'est tout un deuil d'une vie d'avant à faire en fait. C'est vraiment, tu passes à autre chose et tu mets un pied dans le vide. Vraiment, c'est littéralement ça. Tu sais pas vers où tu vas, quoi. Oui, puis même, ma mère, elle avait 40 ans, elle avait pas d'argent, elle avait pas fait d'études, elle avait rien du tout. Pas de logement, même. Pas de logement, juste, elle a passé plusieurs mois chez ses parents, du coup. Et moi, je suis tellement fière d'elle parce qu'en fait, elle a repris ses études à 40 ans. Aujourd'hui, elle a réussi à passer son diplôme et elle est maîtresse des écoles. Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment ma fierté. Je me dis, en fait, elle a réussi, donc moi, je peux réussir. Et ça, je l'ai capté qu'après, quoi, parce que sur le coup, j'en ai beaucoup voulu. Et ça a été très, très dur parce que pour moi, elle m'avait abandonnée et je comprenais pas la raison, en fait. Et puis, justement, un an et demi après, moi, je commence à ouvrir les yeux avec, du coup, ce que je t'ai raconté, là. Les personnes qui te racontent que t'es vraiment dans quelque chose de vraiment malsain, quoi, il faut que tu du partes. coup, à ce moment-là, je reprends contact avec ma mère. Et je lui dis, écoute, maman, je veux partir. Et puis, j'ai été acceptée à la fac à Clermont-Ferrand pour faire une licence qui m'intéresse, en plus. Donc, en fait, c'était vraiment le timing parfait. En fait, tout s'est aligné tout devant toi. s'alignait au bon moment. Parce que du coup, mon dossier a été transféré à Clermont-Ferrand. J'ai été prise en charge par une assistante sociale, le Crous qui m'a beaucoup aidée. J'ai eu un logement Crous, j'ai eu accès aux bourses. Enfin, j'ai eu tellement de chance en fait, vraiment. Enfin, je me sens tellement, genre, pas légitime. Si. Ouais, mais sur le coup, tu te rends pas compte en fait. Après que ses amis, mais du coup convaincus que c'était une secte et qu'il fallait que je m'en sorte, j'avais décidé que je voulais me faire des preuves par moi-même. Ça va paraître un peu bête, mais moi je voulais voir qu'on me manipulait en fait. Je savais, j'avais compris, mais je voulais voir si c'était toujours le cas. Et alors je vais te raconter une anecdote qui s'est passée le jour même où je reviens du coup de ces 3 semaines. C'était un dimanche matin et faut savoir que du coup comme je suis musicienne, j'ai accompagné les chants avant le culte au violon ou au piano. Et puis là, ce jour-là, j'avais pas envie. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas sorti mon violon. Il était désaccordé, enfin je m'inventais des excuses, mais voilà, j'avais pas envie. Et puis là, le responsable, du coup, le pasteur et directeur France, là, tout ça, il arrive et puis il me dit ah Clarisse, tu nous accompagnes pas aujourd'hui? Et moi je réponds non, je suis désolée, mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon violon, il doit être désaccordé. Il faut que je change les cordes, enfin des excuses quoi. Et en fait, il me répond et me dit ah mais tu sais un peu de poussière, ça nous fait pas peur. Je dis ah oui mais bon vraiment. Et en fait c'est resté comme ça. Et en fait il faut savoir qu'il me laissait des blancs moralisateurs entre chaque réponse qu'il me donnait, entre chaque fois où je répondais et lui où il répondait, il laissait un blanc. Et je voyais dans la salle mon père qui bouillonnait sur sa chaise, qui osait pas se retourner parce que il voulait pas s'afficher quoi, mais je voyais très bien et pendant 10 minutes c'était comme ça. Il a insisté. Du forcing quoi, du forcing. Du harcèlement quoi, on peut ouais, dire, non, du harcèlement psychologique. Là, ouais voilà c'est ça, c'est de la manipulation psychologique et à un moment donné je vois que je commence à ennuyer tout le monde, que ça devient long et tout. Et du coup je dis bon du coup ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher mon violon. Et il fait une pause, il me regarde et il me fait ah merci beaucoup Clarisse d'avoir proposé, c'est vraiment très gentil, vraiment on va t'attendre, t'inquiète pas, merci d'avoir proposé. Et là je me suis rendu compte que j'avais été manipulée. Il a fait genre que l'idée venait de moi, alors que c'est lui qui avait passé 10 minutes à me harceler pour que je le fasse. Et en fait là je me suis dit non c'est bon, on me prend pour un pigeon en fait. Puis même quand j'ai commencé à vouloir partir, quand je suis rentrée de ces 3 semaines en fait c'était... j'ai commencé à encore plus me rebeller que d'habitude, dans le sens où j'ai commencé à porter des jeans, j'ai mis un peu de mascara, et en fait... C'est normal, ça. Ouais, mais c'était rien de méchant, mais juste, on me regardait même plus dans les yeux, on m'adressait plus la parole, on me disait plus bonjour, et je me souviens très bien de la voisine du dessus qui me disait Clarisse, si t'es maquillée, moi je t'adresse pas la parole. C'est que des trucs comme ça, où en fait, par des trucs qui peuvent sembler banals, on te fait culpabiliser
Et ce serait quoi, Clarisse, du coup, ton meilleur souvenir de cette secte? T'as eu des moments horribles, certes, on en a parlé pratiquement toute la vidéo, mais t'as des bons souvenirs quand même de ça? Il y a un truc en particulier qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai beaucoup aimé. C'était qu'on avait une chorale de jeunes en fait qui s'appelle Eurocorps. Et en fait cette chorale, il y avait à peu près 200 jeunes qui chantaient. Donc les jeunes c'était de 16 à 35 ans, il fallait absolument pas être marié. Et puis voilà, il fallait être clean quoi, vraiment très très pur. Au début je faisais partie de cette chorale et j'aimais beaucoup. Mais j'ai commencé le violon du coup pour pouvoir faire partie de l'orchestre. C'était mon rêve absolu. J'ai réussi à atteindre cet objectif-là en 4 ans je crois. Et je suis partie en tournée en Europe, dans certains pays. Et t'as kiffé là? Et là c'était vraiment cool. Là, je faisais quelque chose que j'aimais. Ils t'ont pas dit non là ça allait? Là, bah non, parce que c'était un truc que tous les jeunes faisaient, donc... Ah oui, ça j'ai une question, je trouve ça intéressant de la poser. Est-ce que cette secte dans laquelle tu étais était dangereuse? Est-ce que je pourrais peut-être avoir des représailles? Moi qui fais cette vidéo du coup avec toi, ouais. C'est une question que je me pose, tu vois. Est-ce que peut-être des mecs vont me recontacter après, tu vois? C'est vraiment un truc que je voulais savoir, tu vois. Non, je pense pas. Non? Ils vont même pas voir la vidéo, non, sur YouTube. Ils regardent YouTube? Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux. Moi, j'en ai bloqué plein hein, sur mon TikTok, tout ça. Ah, il y en a qui t'ont DM après, etc. sur Instagram et tout? Bah, non. Mais j'ai ma meilleure amie d'enfance qui est encore en contact avec ses frères qui sont encore dans la secte, qui m'a envoyé un message pour me dire « Ah, c'est cool, tu vas faire des interviews, tu vas parler de quoi ?» Je lui ai dit bah, « Je vais parler de la mission. » La mission, c'est le nom de la secte. Et elle m'a dit « Ah ok, pas ouf le sujet. » Donc là, je me suis dit, bon, si elle raconte ça à ses frères, ils vont forcément être au courant. Mon père va être au courant. Mais bon, j'ai appelé mon père récemment et puis j'avais pas l'impression qu'il était au courant. Donc peut-être qu'il va découvrir que j'en parle par cette vidéo. Dans ce cas-là, c'est pas toi qui aura des problèmes, ce sera moi. J'espère que t'en auras pas, putain. Mais c'est pas des gros problèmes en soi. Parce qu'en fait, si tu veux, ils ont essayé de me faire revenir quand je suis partie. Après, ils ont lâché l'affaire. Mais là, ce qu'ils peuvent juste faire, c'est parler sur moi, quoi. Et ma mère m'a dit un truc qui était très vrai. Elle m'a dit il faut que la peur change de camp. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit moi qui ai peur de ce que eux vont dire de moi ou ce qu'ils vont faire pour moi. Il faut que ce soit eux qui aient peur de ce que moi je vais dire sur eux et en fait que j'ai le pouvoir d'abîmer cette réputation lisse qu'ils ont. Alors ça c'est très je trouve important. Tu conseillerais quoi à des jeunes qui sont comme toi, qui ont été comme toi dans des sectes? Comment fuir en fait de ce truc-là, même en parler, tu vois, des personnes extérieures, essayer d'être sauvés quoi de ça? Ouais. Par exemple, je dirais que s'il y a quelqu'un de votre famille qui est dans une secte, et vous le savez, et que cette personne, au fur et à mesure, coupe les ponts, la seule chose qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui est déjà borné sur son idée, quoi. La chose la plus importante à faire, c'est vraiment de rester à l'écoute de cette personne. Toujours garder sa porte ouverte, toujours lui montrer que malgré tout ce qu'il fera, ou malgré tout ce qu'il... Enfin, malgré, même si vous faites de la peine et tout ça, même si c'est dur, gardez la porte ouverte. Parce que le jour où cette personne va se rendre compte de ce qui lui arrive, elle va avoir besoin de quelqu'un vers qui se tourner. Et si vous êtes là, bah vous aurez réussi à l'aider et à lui offrir un pied-à-terre, enfin, quelque part où se sauver en fait. Et puis même s'il y a une personne qui est dans une secte et qui regarde cette vidéo et qui voudrait savoir comment se sortir, rapprochez-vous de professionnels comme les assistantes sociales, la gendarmerie. En fait, il faut être entouré par des professionnels parce qu'ils sauront vous aider, ils sauront aider mieux que ce que moi je peux faire. Même si là, peut-être, si ça ouvre les yeux à une personne et qu'elle s'en va et que après elle est sauvée, je serai la plus heureuse. C'est pour ça que je fais ça en fait. Je sais pas en fait. Non mais t'as très bien, t'as très bien répondu, c'était très clair, t'inquiète pas. Ok. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Clarisse? Oui. Sur TikTok, c'est ça? Je t'ai découvert comme ça, moi TikTok et personnellement. Insta, c'est les mêmes, c'est Clarisse. Non. Si, Clarisse. Je le mettrai au pire, t'inquiète pas, à l'écran. RDG. T'inquiète, je le mettrai à l'écran, 1 y a ou pas de 2 souci. tirés, ça dépend, Insta et TikTok. Merci infiniment, Clarisse, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Je mettrai des numéros, je trouve ça important quand même pour les personnes qui sont victimes de ça, qui sont sous l'emprise d'une secte. On pourrait les contacter. Merci encore, je te le répète, mais merci beaucoup d'avoir accepté. C'est pas facile de parler de ça et t'as accepté vraiment très vite, donc c'est trop fou. Et on se retrouve nous très vite les amis pour un prochain épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Merci encore. А не какую-то залупу, блядь, трехколесную. Я поняла, ну я буду искать еще. Да. Это понятно. 40 минут я смотрю 2 часа, конечно, естественно.
Да, Лост сжалься, куда она его денет? Нет, Лост, ну давай, если я твое предложение, что если я соглашаюсь на трехколесный, то мы обсуждаем вот этот велосипед за 24 тысячи, да? Хорошо, ладно, я тебя услышала. Мне надо обдумать. Мне надо прочитать про этот велосипед, обдумать, потому что, как бы, ну, я не хочу, чтобы ты тратил деньги в пустоту, но при этом я хочу тоже поржать, как бы, да. Ну да, неизвестно просто, как я куда-то проеду на этом велике, и неизвестно, как я вообще доеду куда-то с этим великом. Потому что, ну, я не представляю, что я еду на этом велосипеде в центр Краснодара. С центра Краснодара, там, например, в Дендрарии. Ебать позорище. Есть дешевле таких же. А на нем только по городу никуда не взять с собой. Да, да, я поняла. Хорошо. Хорошо, я услышала. Ладно, ребят. Смотреть сайты краснодарских ломбардов, за копейки можно купить велик. Да, ну, на котором кто-то сдох. Да. Ага, хорошо. Окей. Нет, ребят, такой мне велосипед не нужен. Мертвячиный. Да, на вторичке. Хотя пиздец они. Нет, ребят, вы понимаете, там это велосипед 100% рот взявший. Это как бы я вам гарантирую. Поэтому нет, я лучше куплю за 15 тысяч или за 10, но он будет просто новый. Да. Ребят, кто хочет со мной поиграть в PUBG? Давайте, у меня просто настроение PUBG. Если хотите, я просто сейчас Сережу буду звать, алкаша, чтобы вы с ним посмотрели этот сериал. Но если кто-то хочет со мной сыграть в PUBG, каточку-две, то давайте. Или Fortnite, да. Капец. Да, сейчас я пытаюсь зайти в Discord. Кто хочет, может заходить тоже в Discord, ребят. Походу, твою аист. Ну это что-то вообще древнее. Все равно у него 1-2 раза прокатишься. Нет, я планирую больше кататься. 3-4 раза, 5 раз, 6. Так. Так. Если кто-то хочет поиграть в PUBG, давайте, книжку стоит на каждом разе по 3 прокатился и села. Подожди, Лос, то есть у тебя есть 3 велосипеда, и ты мне не хочешь просто взять и отправить по стеку их? Или по Валбересу за 10 дней придет бесплатный? Так, блять, отдай мне свой велосипед. В чем проблема? Там еще кто там юбки на велосипеде катается, извиняюсь. Да не выйдет дороже, смотря какие у него велосипеды. Да какой дороже? Хотя можно через Авито замутить, хотя там крупногабаритная, но не факт. Можно сделать по Валбересу, так же, как и я. Он же по-любому, его нужно чуть-чуть подразобрать. Ну, открутит он 2 колеса, положит в коробку и отправит мне там за 5000. Я заплачу доставку. То есть, блядь, Лос, у тебя стоит дома 3 велосипеда, нахуй тебе не нужных, а мне вот нужно. Можешь все 3 отправлять. Так, у Лоста мужицкие велики. Ну чё, сидушку подниму. Ну, по Авито можно легко достать. А почему ты решил, что по Валбересе такой груз не примут? Так ты же его разберешь. А ты можешь скинуть фотографию, Лост? Или нет, это слишком будет? Да, Трахалай. Да. Авито доставкой вообще легко. Так отдай мне велосипед, алло!
Блин, ребят, то есть Lost все это время просто издевается надо мной. Скину, когда чай растает. Да ты чё издеваешься, блядь? Короче, то есть никогда, ребят. Не, мне уже сейчас надо, когда она растает, к сентябрю? Lost, а ты можешь вспомнить, как фирма называлась? Просто скинуть картинку мне ее. Вот что за велик? Да лучше свой